Hello, cette semaine, donc comme vous le savez, la Fed a monté les Fed Funds de 0,25%. Ils sont passés de 2 à 2,25. Alors, c'est un mouvement qui est relativement faible. Ça réduit en fait les taux d'intérêt réels négatifs proches de zéro. On est toujours en phase de normalisation. C'est pas, il n'y a pas de quoi faire une vidéo là-dessus. Seulement, il y a eu des mouvements sur les marchés qui, eux, ont été intéressants et qui apportent des informations sur le futur de la crise. À partir du moment qu'on considère qu'il y a une crise. Aujourd'hui, il y a, comme vous le savez, deux grands clans. Il y a les clans qui croient à l'euro éternel et qui croient à l'or en fait comme valeur refuge. Et puis il y a les gens auxquels j'appartiens qui ne croient pas du tout à l'euro ni à l'or et qui croient au contraire au dollar. Alors le clan de l'euro et de l'or, il pense que il y a une montagne de dette aux États-Unis et que cette montagne va faire que les États-Unis vont s'écrouler quand on est c'est la phase finale avant la fin des États-Unis. Et les gens de mon genre font des calculs en fait, et puis en faisant des calculs, puis en tenant compte de la psychologie également, qui est une variable très importante, et ben on s'aperçoit que finalement l'option dollar est beaucoup plus solide que l'option européenne et l'or physique. Je ne parle pas de l'argent qui vaut pour moi pas grand-chose. Euh, alors la question c'est que quand on apporte une nouvelle donnée fondamentale économique d'ampleur, c'est-à-dire une hausse des taux par exemple de la Fed, euh, il y a un moment, on arrête de se mettre des nions là, on range les épaules, tout machin, et puis on écoute et on regarde ce que font les marchés parce que c'est eux au final qui vont décider, qui vont arbitrer si c'est l'euro ou le dollar qui sort. C'est important de savoir ça parce que comment vous représentez le monde. Disons que quand on est en Europe, on a confiance dans la BCE, on a confiance dans la France, on a confiance dans les pays européens, dans la solidité. On se dit que tout autour, mis à part les États-Unis et vaguement la Chine ou le Japon, c'est, excusez-moi, passez-moi l'expression, mais c'est des bougnoules, des machins, des trucs. Je vous rappelle quand même que la Corée du Sud, qui est une économie, c'est des tueurs, la Corée du Sud. Ils sont considérés comme des pays émergents, y compris dans les indices MSCI ou dans les trackers comme le tracker, comme l'ETF EEM. Vous avez la Corée du Sud qui représente 10% à côté de la Chine qui représente 28% du tracker. Donc 38% de l'ETF en fait, ce sont des pays émergents, la Chine et la Corée du Sud. Quand vous connaissez la réalité sur place, c'est un peu compliqué d'affirmer que la France est devant, est un pays industrialisé et que ces pays-là ne sont pas industrialisés, ce sont des pays émergents. Donc il y a un problème par rapport à l'euro, en fait, c'est d'avoir l'aptitude de sortir et de comprendre que psychologiquement, il y a beaucoup de gens partout dans le monde qui ont de l'argent. Ils commencent à avoir peur depuis un mois ou deux, tous mes contacts avec des gens riches. Alors, les gens riches, qu'est-ce que c'est? C'est des gens qui ont 30, 40, 50 millions de dollars. Ces gens-là, j'en ai quelques-uns autour de moi, ils ne se connaissent pas tous entre eux. Et c'est clair que la peur a fait un bond là depuis 2 3 mois. Il y en a qui ont fait des rêves, il y en a qui ont des visions, il y en a qui sont mis à avoir peur. Chacun a ses raisons. Toujours est-il qu'il n'y avait pas cette peur, il ne serait-ce qu'à 6 mois en arrière, au début de l'année 2018. Et posez-vous la question 2 secondes, de quoi est-ce qu'on peut avoir peur quand on a 50 patates sur son compte? Putain, quand on a 50 millions de dollars sur son compte, de quoi on peut avoir peur? On a de l'or physique, on a des baraques, des machins, des trucs, des bateaux, des bagnoles, on a des assurances vie, on a des banques aux quatre coins du monde. De quoi on peut avoir peur? Je vous assure, honnêtement, que ces gens commencent à se poser de très sérieuses questions. Alors je me suis posé la question, de quoi ont-ils peur dans le fond? La réponse c'est il y a plusieurs risques. Il y a un risque politique évident, même si pour moi j'arrive pas à avoir peur du communisme. Je pense que le communisme va arriver dans les années 2030 mais pas en 2020, même à l'issue de la crise, mais certaines personnes ont peur de ça. Certaines personnes aussi ont peur des actifs, de l'impossibilité de se cacher en fait. Quand ils regardent l'ensemble des actifs disponibles pour essayer de se couvrir, ils ne voient pas d'opportunité, ils voient que toutes les devises sont flinguées, tous les budgets des États sont flingués, toutes les entreprises sont hyper endettées. Certaines populations sont plus ou moins endettées que d'autres au niveau des ménages, mais grosso modo, tout le monde se dit qu'il y a une énorme bulle du crédit qui est mondiale et que donc il n'y a plus d'endroit où aller se cacher pour conserver. Je vous rappelle qu'une personne qui est riche, un family office par exemple, c'est un organisme qui gère la fortune des gens privés. Ce sont des family office qui ont comme directive de gagner l'inflation plus 2, 3, 4%. C'est pas grand chose, c'est-à-dire que si le family office gagne 7 ou 8% par an tous les ans, les titulaires du family office sont extrêmement satisfaits. Généralement ce qu'ils demandent en face c'est du drawdown faible, du downsizing de 5 à 10%. Ils détestent dépasser à mon avis les 10% tous de pertes latentes, donc ils préfèrent ne pas progresser,
et couvrir le risque inflationniste, ça c'est évident, plus faire un petit gain de valeur et ils sont contents. Contrairement aux gens pauvres qui cherchent toujours à vouloir 20, 30, 50, 2000% par an. C'est comme ça qu'on sait si les gens riches sont riches ou pauvres en fonction des attentes qu'ils ont vis-à-vis de leurs capitaux d'ailleurs. Donc ces family office aujourd'hui quand ils regardent le monde, ils ont peur. Ils se disent dans quelle devise je vais conserver mon statut parce que l'objectif d'une personne riche c'est pas de s'enrichir plus, c'est une personne riche jouit d'un statut déjà et sa principale peur c'est de le perdre et non pas d'avoir plus. Et donc quand ils regardent le monde, quand ils regardent l'Europe, et quand ils regardent le yen, quand ils regardent la Chine, quand ils regardent les économies émergentes comme la Corée du Sud, quand ils regardent la France, mais quand ils regardent les États-Unis, la question qu'il faut se poser, ou alors je parle même pas du Venezuela et toutes les expériences autour. Le Venezuela est un pays très riche, mais les pays du Golfe, les pays donc du pétrole, il y a multiples pays. Qu'est-ce que les entrepreneurs, qu'est-ce que les gens riches, qu'est-ce que les oligarchies, qu'est-ce que les élites se disent? Parce que si on a la réponse à ça, on a la réponse du futur. Et la grande question et le grand débat, en ce moment, on se fout tous sur la gueule, c'est de savoir si ces gens-là se disent je vais mettre mon argent dans le dollar ou dans l'euro. Alors généralement au départ ils l'ont switché un petit peu partout, ils en ont foutu partout parce qu'ils ne savent pas ce qui va sortir du chapeau. Mais dans le fond, plus le temps passe, plus ils se disent bon, il va quand même falloir que je choisisse un petit peu. Et donc qu'est-ce qu'ils vont choisir? Et la question c'est est-ce qu'ils choisissent, grosso modo, le choix, est-ce qu'ils choisissent le dollar ou l'or physique plus l'euro? C'est à peu près le choix un peu binaire auquel tout le monde est confronté. Donc, c'est la première étape de la crise, c'est de savoir sur quel cheval tout le monde va miser en fait. Donc, je vous rappelle que j'ai fait une vidéo début avril sur ce channel qui a d'ailleurs pas mal marché puisqu'elle a fait 25 000 vues assez rapidement. Je sais pas comment d'ailleurs, j'en ai aucune idée. Toujours est-il que dans cette vidéo, il y avait 3% au moment où j'ai fait cette vidéo, 3% des gens qui pensaient que le dollar allait monter et 87% de gens qui pensaient que le dollar allait baisser. Évidemment, l'euro valant à 1,24 à 25 au moment où je le sors sur Objectif Eco. Je sors généralement une vidéo un peu plus tard sur YouTube. Le jour où ça sort, évidemment, derrière on a plongé jusqu'à un 13 ou un 12 et puis l'or qui était tout en haut à 1350 et quelque chose est tombé à 1180 la semaine dernière. Pourquoi? Parce que là, c'est pas possible que 87% des gens pensent que le dollar va baisser. On peut pas tous être du même côté. Il faut qu'on puisse se foutre des nions. Il faut que vous compreniez, c'est que les marchés, c'est un échange. À chaque vendeur, il y a un acheteur. Et donc, il faut qu'on puisse se foutre dans la gueule. Si on se fout pas dans la gueule et que tout le monde est du même côté, tout le monde est d'accord, il n'y a plus de marché et ça peut pas fonctionner. Donc, n'oubliez pas que c'est la confrontation et la guerre des opinions qui font qu'on a un marché sain. Donc c'était malsain début avril, là, donc le dollar a corrigé, et aujourd'hui la question c'est où est-ce qu'on va. Donc on est depuis 5 mois, on se met des nions tous dans la gueule, c'est stable, là, ça bouge pas, entre un 15 et un 20, et grosso modo en fait plus personne sait où ça va. Et donc la hausse des taux de la Fed est intéressante parce que ça nous apporte une indication sur comment la communauté mondiale perçoit le risque et quel cheval pourrait sortir quand même du lot dans la mêlée quand ça va commencer à bastonner un peu plus fort avec les déséquilibres financiers. Donc c'est là où j'en arrive à cette semaine. Donc on a eu une hausse des taux et donc comment les marchés ont réagi. Alors là je me trouve actuellement, c'est un graphique en 1 minute au moment où la nouvelle tombe de la Fed. Voilà, donc je vais vous l'entourer. Il y a 10 minutes un peu chaudes, mais on voit tout de suite les réactions immédiates. Donc au moment où ça tombe, on voit un 17,65 à peu près, un 17,65 on est là. Et donc 7 ou 8 minutes plus tard, on monte à un 17,95, un 18 quasiment. Donc on prend 30 points de base immédiats, comme ça. Alors, ce qui sort du chapeau, c'est que l'euro est fort. Donc, c'est la théorie que les dollars ont la zone dollar a beaucoup trop de dettes. Les États-Unis sont beaucoup trop endettés. Une hausse des taux, ça renchérit le coût de la dette. Donc, ça fragilise l'édifice. C'est la théorie qui s'affrontent actuellement avec Trump qui fait une guerre des tarifs commerciaux et la Chine qui est acheteur structurel de la dette américaine. Et donc les tarifs commerciaux font que la Chine dit je vais plus acheter ta dette américaine, donc les États-Unis vont s'écrouler. Donc cette théorie-là soutient très fortement l'euro et l'or en fait depuis 2 mois que Trump est un peu chaud sur le sujet, un peu énervé comme vous le savez tous. Donc là la Fed monte ses taux, donc c'est la théorie qui prend les réflexes premiers des intervenants, c'est de dire le dollar va se péter la gueule grave, il faut miser sur l'euro, donc ils misent tous sur l'euro. Et puis, ils réfléchissent 2-3 minutes de plus, et puis en fait, on revient au point de départ, grosso modo, comme vous pouvez voir, puisqu'on retombe ici au point de départ, 60,
Un 17,70, un 17,65. Après, bon, bah, ils réfléchissent un peu plus pendant une heure, pendant une demi-heure. Donc on tombe à un 17,35, on repère 30 points de base, comme vous pouvez voir. Voilà, on remonte, voilà. Et puis après, grosso modo, au bout d'une heure 30, là, il s'écoule, voilà, hein, sur la période que je suis en train de monter, une heure 30 environ. Grosso modo, il se passe pas grand-chose au final. On se dit que bon, le dollar a un peu baissé, mais on se dit rien du tout en fait. Donc moi je suis quand même un peu surpris, donc je vais pas vous mentir, je suis en ligne sur un Skype avec l'un d'entre vous, ça me gratte là, je vois le truc et tout, je vois le pullback ici là, et donc moi je shoot l'euro en fait, et j'achète du dollar dans la zone ici. Parce que ça me parce que je crois moi fondamentalement dans le fond, même si on n'est pas devin, que le dollar va sortir en tête, parce que j'habite dans les pays émergents depuis 10 ans et que tout le monde se branle de l'euro, et qu'en fait des dettes qui sont affichées dans l'État américain ou alors des dettes qui sont planquées dans la masse monétaire M2 en Europe plus le bilan de la Banque Centrale Européenne, pour moi c'est kiff kiff bourricot, et quitte à choisir un niveau d'endettement équivalent, je préfère choisir un mec qui me paye. Je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui la situation, c'est que si vous achetez des dollars et que vous les détenez au jour le jour, en rémunération de votre position en dollars, on vous dit merci monsieur, on vous donne un intérêt 2% pour couvrir votre risque inflationniste. Donc maintenant on vous donne 2,25%, alors qu'en Europe, on vous dit bah, monsieur, vous avez acheté des euros, bah, c'est bien gentil, mais vous allez nous payer un droit pour détenir ces euros. Donc grosso modo, on fout un énorme coup de coude dans la gueule de l'investisseur, et donc cher investisseur qui croit dans ma devise, et ben tu vas me payer 0,60 pour avoir le privilège de détenir des euros. Donc moi, c'est genre d'économie comme ça, où on me fout un pain dans la gueule, parce que ça revient à ça, je lui dis, bah va te faire foutre, quoi, grosso modo, et on est quand même un certain nombre sur Terre à dire, va te faire foutre, monsieur Euro, monsieur Draghi, ta politique, tout ça, et je vais aller voir les États-Unis qui sont beaucoup plus accueillants, hein, pour leur apporter mes capitaux. C'est un peu ça qu'on se dit, quoi. Donc quand je vois que l'euro est super fort, alors que les États-Unis sont en train de me donner plus de pognon, ils sont en train de me dire, je vais te gâter plus, Charles, je t'aime, et que je vois que les gens disent non, 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 c'est l'autre, allez sur l'autre, et c'est celui qui donne des pains qui va sortir du chapeau. Je me suis dit quand même, c'est pas très logique, donc je shoot. Voilà, donc je vais montrer ce qui s'est passé. Voilà, donc nous voici sur un graphique en heure par heure. Donc là, on a quasiment 24 heures après la nouvelle. La nouvelle, je vous la remonte, elle tombe ici sur cette barre. Voilà, on retrouve notre seuil à 1,18. Donc qu'est-ce qui se passe? On a donc un paquet de nouilles comme ça où les gens bon, sont un peu incertains là. Et puis finalement, ils se réveillent. Moi, j'ai shooté ici. Finalement, il se réveille quelques heures plus tard. La vérité, c'est que je dormais au moment où il se réveille. Là, ici, au Panama, on est en train de dormir à cette heure-là. Toujours est-il que le lendemain matin, je me réveille et que les mecs qui croient à l'euro et au pain et au masochisme, ils en ont pris une belle dans la gueule, puis ils ont pris quasiment 200 points, puisqu'on vaut 1,1508, alors qu'on était à 1,18, donc 220 points de base par rapport aux gens qui croient à l'euro. Alors, je suis pas là pour vous dire que j'ai une grosse bite, que je suis super fort et que je viens de me gagner 10 000 $ sur le dos des mecs qui croient à l'or et l'euro. Je suis fort, j'ai une grosse bite et j'ai gagné 10 000 $. Non, je suis là parce qu'en fait, dans le fond, c'est qu'une petite victoire et qu'en fait, j'ai comme tous les riches un peu peur également du futur. Encore aujourd'hui, je faisais mon camp, je faisais le dollar, mais j'ai des doutes comme tout le monde. Alors, je ne dis pas que les gens au final sur l'or et l'euro n'ont pas raison. La question c'est quand en fait, c'est pas, et donc c'est compliqué de savoir quand. Donc je me pose quelques questions. Donc je dis juste la chose suivante. Nous avons obtenu des informations, nous avons obtenu une réaction de marché comme vous pouvez voir pour une petite hausse des Fed Funds. Franchement, qu'est-ce que ça change la couille à personne de savoir que les taux valent 2,25 au 2%. Voilà, on est toujours en taux un peu négatif puisqu'il y a 2,9 d'inflation. Ils annoncent 2,7% d'inflation pour septembre aux États-Unis. On va voir ce qui sort du chapeau, mais à 2,25 ou à 2, bon voilà, on a 0,50 de taux négatif ou 0,75. Bon. Hein, contrairement en Europe où on est à 2,75 de taux négatif, franchement 0,50, 0,75, c'est une petite nouvelle, c'est pas une grande nouvelle qui va soulever une lame de fond. Néanmoins, ce qu'on voit bien, c'est que le monde entier jauge que c'est quand même une nouvelle suffisamment importante pour coller 220 points de base de baisse sur la parité euro-dollar. Donc, qu'est-ce qu'on tire comme information? On tire quand même comme information que globalement, les mains puissantes sur Terre se disent qu'ils vont quand même probablement miser plus sur le dollar que sur l'euro. Voilà, c'est le bruit du marché. Le marché est en train de nous dire quoi? Le marché est en train de dire que s'il y a crise, ça sera sur le dollar qu'on va se planquer, non pas sur l'Europe, sur l'euro et sur l'or. Donc,
Je vous réitère, à la suite de ce mouvement de marché, on va voir dans les jours futurs, tout peut rechanger. On n'a pas cassé sur l'euro. Il aurait fallu aller sous 1,15 pour enclencher un marché vraiment baissier. Il faudrait confirmer le 1,12 ou 1,13 qu'on a été titillé, on a rebondi dessus, on n'a rien fait de tout ça. Donc pour l'instant, on est encore en séance d'attente. Je vous dis juste que là, les marchés viennent de nous livrer une indication qui dit si j'ai peur, je me réfugie sur le dollar, je ne me réfugie pas sur l'euro. Quand il y a une crise, ça veut dire qu'il y a de la peur et donc il est probable que le comportement qu'on vient de voir aujourd'hui se répète dans le futur. Et s'il y a beaucoup de peur, il est probable qu'il y ait beaucoup de gens qui veulent acheter du dollar et non pas de l'euro et de l'or. Donc je vous réitère mon conseil qui consiste à vous protéger et quitter l'or physique, quitter l'euro, le temps de voir ce qui se passe sur la crise et vous réfugier sur le dollar. Maintenant, je voudrais extrapoler sur Objectif Eco. Vous savez, il y a des traders. Il y a Michael qui nous a rejoint, donc qui vit de son trading, qui fait des années à 60% depuis des années, avec un capital de 200 000. J'ai fait une interview. Vous avez David Ronan qui a gagné 1,5 million sur 11 ans. Vous avez Loïc Abadi qui a un PEA qui est passé, je ne sais plus, de 35 000 à 880 000, un truc comme ça. Il faudrait vérifier ces chiffres, je ne connais pas par cœur, mais grosso modo, ce sont des gens qui gagnent de longue date, qui sont donc performants. Ce ne sont pas des youtubeurs qui font des vidéos comme ça, comme on en a beaucoup. Notre David Renan National souffre un petit peu en septembre, notre Michael National souffre un petit peu en septembre, notre Loïc, je dois lui faire une interview, il m'a dit que l'une de ses meilleures stratégies actuellement c'était chasseur de news. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'engagement sur le futur, que le futur était incertain à long terme et que les valeurs grosso modo, il y avait un manque de visibilité, il y avait certes de la baisse en Europe, mais il valait mieux se cantonner au court et au moyen terme et éviter de faire des paris long terme. Donc implicitement, il y a un certain flou sur les marchés pour des intervenants qui sont quand même pointus et qui ont prouvé sur le long terme qu'ils étaient vraiment efficaces. Donc quand on fait mon pari que j'ai expliqué dans ma formation sur la crise, qui est un pari que j'ai également donné en zone publique, bien sûr dans ma formation de 6 heures il y a autre chose que ça, il y a toutes les classes d'actifs, comment elles bougent, quelles peuvent être les stratégies, des recommandations, etc. Je passe là-dessus, mais quand on fait un pari sur la zone dollar en disant voilà, les gens qui ont peur dans les pays émergents et partout, les élites vont planquer leur argent sur la zone dollar et non pas dans l'or physique et l'euro, quand on fait ce pari on se retrouve sur les marchés américains, donc ce qui est mon cas depuis quand même un certain temps. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand il y a d'autres mains puissantes qui font le même pari, vous avez des actions qui montent. Alors qu'en Europe, les actions ont beaucoup de mal à monter, surtout si on les évalue par rapport à la parité de pouvoir d'achat mondial, parce que ça veut rien dire d'évaluer une action par rapport à sa devise nationale. Si vous prenez votre CAC 40 et que vous l'évaluez en euros, mais que l'euro se pète la gueule, c'est pas parce que vous gagnez 10% sur le CAC 40 et que votre euro est dévalué de 10% que vous gagnez quelque chose. Vous gagnez zéro au final. Même vous êtes en train de probablement potentiellement vous appauvrir. Donc à un moment, il faut évaluer les choses par rapport à la parité de pouvoir d'achat mondial, donc ça passe par le dollar. Donc aujourd'hui, quand vous faites des gains en dollars, sachant que le dollar est déjà surévalué et qu'il a la cote et qu'il est en train de s'évaluer de plus en plus par rapport aux autres devises. Je vous rappelle qu'il y a tout un tas de pays qui sont en train de tomber, l'Inde, vous avez le Pakistan, vous avez l'Afrique du Sud, vous avez le Venezuela, vous avez l'Argentine, vous avez bien sûr nos amis turcs, vous avez également quelques pays en Asie, je crois qu'il y a le Vietnam qui commence à manger un petit peu également. Bon, tous ces pays qui sont en train de dévaluer, il est clair que en face, votre dollar il galope. Donc l'argent arrivant sur les marchés américains, il se trouve que vous avez des titres américains qui grimpent. Donc moi cette semaine j'ai fait 10 000, j'ai pas fait que 10 000 sur l'euro dollar avec les gens qui croyaient à l'or physique et à l'euro éternel. J'ai également fait, j'ai vendu des options sur une valeur qui s'appelle CSX très exactement, je suis en train de vous la montrer à l'écran. Donc elle est en format daily comme vous pouvez voir depuis le début de l'année. Alors je vous la montre parce que moi c'est une petite opération sans envergure, ça paye mes factures, mais là sur l'année en fait elle a un peu baissé au début de l'année, donc elle est passée de 50 à 8, 60, donc grosso modo elle a baissé de 15%, et donc elle arrive en ligne droite de 50 à 75%, ce qui fait quand même une hausse de 50% depuis le mois de février. Je vous rappelle que tous les investisseurs dans de nombreux pays, donc des pays émergents, ou même en France, ou même en Chine qui se fait dépioter, la Chine est au plus bas sur 4 ans, de nombreux investisseurs actuellement se font démonter la tronche avec leur position action, c'est pas exagéré de le dire. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, moi
Je, je suis resté très basique, hein, je ne m'emmerde pas la couille. Donc je vois une valeur qui grimpe, je sais ce qu'il y a derrière au niveau fondamental. Je vous dis pas pourquoi j'ai choisi, je réserve ça à mes clients. Mais grosso modo, j'ai une valeur spécifique avec des fondamentaux spécifiques dans un environnement monétaire, obligataire et économique international que sont les États-Unis. Donc pour moi, je sais pourquoi elle monte. Je pense qu'elle monte parce que les gens sont en train de l'acheter. Je pense deviner pourquoi les gens achètent cette valeur. Et qu'est-ce que je vois ici? Je vois il y a une semaine, donc c'est du daily. Donc voilà, on se met là comme ça à peu près. Et je vois que on est en train de faire une pause au plus haut dans un titre haussier, dans un environnement où il est probable qu'on monte les taux. Donc il va donner du pouvoir à la monnaie. Donc il va attirer des capitaux. Les mecs vont se dire, bon, j'ai acheté du dollar, je ne vais pas maintenir mes dollars à 2,25. Il va bien falloir que j'achète des actifs. Donc ils vont se dire, qu'est-ce que j'achète? Et la réponse est, eh ben, normalement tu devrais acheter une valeur comme CSX. Donc qu'est-ce que j'ai vendu? J'ai vendu tout simplement des puts ici pendant 2 jours. Et donc l'action sans monter a resté horizontale, ce qui n'était pas surprenant. Quand on vend des puts, ça suffit pour gagner la mise. J'ai vendu des puts à horizon de semaine. Et c'est comme ça que j'ai fait une petite semaine à 10 000 en pariant en une journée sur nos amis européens qui adorent leur monnaie et en pariant sur le fait qu'au contraire, des investisseurs du monde entier allaient se réfugier aux États-Unis, allaient chercher des valeurs capables de bénéficier de cette configuration actuelle économique. Alors pourquoi je vous montre tout ça? C'est à nouveau pas pour vous montrer que j'ai une grosse bite. D'ailleurs, je n'ai pas de grosse bite. J'ai une bite de taille tout à fait normale, mais je suis en train de vous montrer qu'il y a des possibilités de placer son argent, de l'investir sans être ultra intelligent, juste en étant un peu cohérent, et que non, ce n'est pas vrai, on ne perd pas son argent partout actuellement sur le marché des actions. Quand on joue et quand on suit le flot de capitaux, parce que c'est exactement ce que je suis en train d'essayer de vous montrer dans cette vidéo, suivre le flux de capitaux international, ce qu'on appelle le grand capital international, quand on essaye de comprendre ce qu'ils sont en train de branler, ce qu'ils sont en train de se dire dans leur tête, et que heureusement, ils ne changent pas d'avis tous les 4 matins. En plus, c'est des gens qui ont une pensée à long terme. Quand on est riche, on n'a pas envie de s'emmerder à faire du trading. Donc c'est bien parce qu'ils ont une opinion qui est plutôt stable dans le temps. Elle va changer une fois ou deux par an, voire moins, une fois tous les 2 ans. Donc une fois qu'on a compris à peu près ce qu'ils avaient en tête, il suffit juste de surfer, de se mettre dans leur sillage pour pouvoir faire des gains. Je vais pas vous mentir, regardez mon graphique, je me suis pas pris la tête, bordel, j'ai pris une action qui a monté de 50%, je vois qu'elle est stable depuis 2 semaines, 3 semaines, et que vers une hausse des taux, et que la devise va porter capitaux, et qu'est-ce que je fais? J'ai même pas joué un retour de la hausse, j'ai juste demandé que ça continue à être comme ça, et que ça s'écroule pas. En fait, j'ai juste jaugé mon risque de perte, je me suis dit qu'il est quasiment nul à l'horizon d'une semaine, un résultat, il y avait d'autres titres, j'ai pris 4 positions, et les 4 ont gagné en vente de put, et les 4 ont fait exactement le raisonnement que je vous ai donné. Il y en a une qui a été flat et les 3 ont fait des gains. Voilà, en fait, c'est pas très élaboré comme stratégie, mais c'est efficace. J'ai pas mal de personnes autour de moi. Comment dire, des gens qui font du stock picking. Ce qu'il faut comprendre actuellement, c'est que le stock picking, ça consiste à choisir des actions, des entreprises qui sont très très performantes, qui ont des très bons ratios, qui sont très très bien gérées, qui officient parfois dans le monde, dans certaines zones en Asie ou en Europe, aux États-Unis, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, ces gens-là se font démonter avec des entreprises de bonne qualité. Ce que j'essaye de vous dire, la leçon de tout ça, derrière ces histoires de hausse de taux, de dollars, d'euros, la leçon de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, c'est une logique de marché, c'est une logique de risque, c'est une logique sectorielle, et que la logique du stock picking ne marche pas. Actuellement aux États-Unis, les marchés montent, le Nasdaq monte, mais il y a peut-être 30, 50, 60% des valeurs qui sont en baisse depuis le début de l'année, ce qui n'empêche pas les indices boursiers de monter fortement et de créer de la valeur. Donc il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il y a un minimum de secteurs qui créent de la valeur. La création de valeur actuellement est ultra concentrée, que ce soit sur les marchés financiers ou dans l'économie réelle. Même si le SP500 a enregistré l'un de ses meilleurs trimestres avec des bénéfices au plus haut quasiment depuis la crise de 2008, mais la création de valeur en fait dans le fond est ultra concentrée dans un petit nombre d'entreprises, et donc quand les gens regardent et voient un indice SP500 avec 500 valeurs, ils se disent putain, il y a plein d'entreprises qui doivent monter là-bas. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il y a que peut-être 50, 100 entreprises qui grimpent vraiment fortement. Il y en a 100 qui merdouillent flat, et puis il y en a 300 qui sont en baisse.
Pourquoi? Parce que nous sommes dans un marché de la peur. On n'en a rien à foutre que votre société elle soit bien gérée, qu'elle fasse des beaux bénéfices ou que la direction elle soit tout bien nichrome et qu'elle soit pas trop endettée. On en a à foutre. Les gens, ce qu'ils veulent, les gens riches, ce qu'ils veulent, c'est conserver leur statut demain. Ils veulent planquer leur pognon pour passer au travers de la crise. C'est ça qu'ils veulent. C'est ça ce que les marchés price. J'ai une liste actuellement de 22 titres, dont certains, je vais les mettre, même s'ils crachent pas beaucoup de dividendes, dans l'offre. Je suis flat depuis le 13 juillet. Je m'en cache pas. Je vous rappelle également sur Objectif Eco, je fais un petit aparté, je réponds à vos questions. Je ne réponds jamais aux questions sur YouTube, mais je réponds aux questions dans les articles sur Objectif Eco. Je vais vous montrer ça. Voilà, vous avez mon profil j'ai publié près de 30 articles qu'en septembre. J'ai démarré à la mi-août. Je pense que j'ai dû publier au final 50 articles qui ne sont que des réponses à vos emails. Si vous m'écrivez des emails avec des questions techniques, j'y réponds. Vous avez toutes mes réponses. Quasiment chaque édito qui est écrit ici, vous voyez depuis un mois et demi, depuis 6 semaines, ce sont des réponses à vos questions. Dans ces réponses, il y a également ce que je fais sur les marchés. Donc je m'en suis pas caché, je vous l'ai montré, c'est public. Je suis sorti du VNQ, qui est le marché immobilier aux États-Unis, l'équivalent des SCPI. Je suis sorti le 13 juillet à 83,09. Depuis 2 mois et demi, j'avais un peu les boules, je ne savais pas trop si mon choix était bon ou pas. Le VNQ a commencé à baisser. Il a baissé de plus de 5% et il y a un certain nombre d'actions qui sont quand même parties à la cave. J'étais cash depuis 2 mois et demi, je recommence à rentrer suite à la formation. J'avais besoin de vérifier tout ce que je vous ai dit sur la crise, j'avais besoin d'étudier les actifs parce que le jeu est fondamentalement en train de se modifier, comme je suis en train d'essayer de vous dire. C'est un marché de la peur et les choix des investisseurs, le flow choisit la peur en premier et non pas le critère financier. Donc j'ai besoin de vérifier ça, donc je m'y remets depuis une semaine ou deux, donc je vais regarnir à nouveau les portefeuilles de l'offre devenir rentier à 9% par an. Je vais probablement, parce que je reçois beaucoup de demandes, publier pour les clients mon portefeuille d'options et ce que je fais sur la vente d'options. Mais grosso modo, nous ne sommes plus dans un environnement d'analyse financière, nous ne sommes plus dans un environnement de société, nous sommes juste dans un environnement de secteur et les gens cherchent, je crois que la meilleure expression c'est du parking. Les gens cherchent des parkings pour mettre leur argent, pour attendre et conserver la valeur de ce qu'ils possèdent et la transposer dans le futur à horizon 1 ou 2. C'est ça ce qui drive à mon avis les marchés, c'est pour ça que beaucoup de personnes ont du mal à gagner de l'argent. Moi en tout cas j'ai choisi ces critères, je m'y suis remis. Et ma première semaine, je me prends un petit 10 000 $ de gain, tranquillou bilou. Donc j'ai peut-être dans mon idée trouvé à peu près comment ça se passe actuellement. Donc je vais recommencer la semaine prochaine et puis on verra les aventures que je subis ou que je domine. Mais je vous invite à réfléchir à cette idée de peur et d'argent à parquer de la part des riches du monde entier. Et peut-être que vous êtes en train de parler depuis la France, mais posez-vous la question, qu'est-ce que les gens dehors de la France pensent de mon pays? Est-ce que franchement le petit Macron et les 70% d'impôts et tout le bordel, une économie qui est stable depuis 10 ans, est-ce que franchement j'inspire confiance pour les investisseurs dans les pays émergents qui ont des thunes? Ou est-ce que j'inspire pas confiance? Est-ce que les États-Unis qui ont un PIB qui est passé de 14 000 milliards à 19 000 milliards en 10 ans, est-ce que eux ils inspirent pas plus confiance? On n'est que dans de l'émotionnel, maintenant on est dans des marchés émotionnels, de toute façon on sait que les bulles, les fins de bulles, c'est de l'euphorie, de la peur et de l'émotionnel et de la gestion du risque on n'est plus du tout dans les critères rationnels, comptables. Donc moi, je vous invite à intégrer ça dans mon raisonnement par rapport à vos choix de valeur et à écouter surtout quand il y a des nouvelles, la réaction des marchés, comment ça bouge, comment les mouvements significatifs ont lieu derrière les nouvelles, parce que c'est ça qui nous indique la psychologie derrière les intervenants. Voilà, je pense avoir tout dit, je vous dis à bientôt.